Toujours en compagnie de Capi, boxeur, influenceur. C'est quoi ce regard là que tu fais là comme ça à la caméra? En fait, c'est ça quand t'es 4e meilleur boxeur français. 4e meilleur boxeur français. Et bah, qu'est-ce qui peut m'apprendre le 4e meilleur boxeur français? Moi, mon coup phare, les gars, celui qui me permet de mettre des KO et de m'imposer dans le game, c'est l'uppercut. Vas-y, c'est quoi? C'est quoi? L'uppercut du droit. C'est-à-dire, en gros, c'est une droite que tu vas envoyer, mais c'est pas une droite en ligne. Genre comme ça? Ouais, ça c'est trop basique. Ouais. T'as capté, nous on est les meilleurs, tu vois. Donc en gros, tu t'assois sur tes cuisses, tu vois, t'es là, t'es comme ça, et là. Non, là, t'as fait ça. S'il te plaît, fais un effort, s'il te plaît. Non, c'est pas mal là quand même. Essaye, tu vois, ton bras, tu vois. Tu vas le chercher le menton, tu vois. Ok, d'accord. Plie-le un peu, tu vois. Ok, comme ok. un U. Tu vois Ok. le délire. Voilà, mets de la conviction, s'il te plaît. Bouge un peu, voilà. Voilà, ouais, Ok, quelque mais chose. là, tu fais un truc comme ça là. Ouais, c'est ça, en gros, on est en face, Ok. je suis là. Ouais, on va pas le faire, on va pas le faire. Ça va, je vais pas te toucher, tu vois, mais en gros, t'es comme ça, et là, bam tu vois. Ok, Vas-y. j'ai capté. Vas-y, J'ai capté. Ouais, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Vas-y, C'est pas mal. continue. Non, non, je vais pas le faire pour de vrai quand même. Ouais, Voilà, c'est ça. j'ai pas le fait. Non, je rigole, non, c'est Enfin, pas j'ai mal. capté. En J'ai- gros, j'ai ça pas s'appelle l'uppercut. L'hypercut. L'uppercut, tu vois. D'accord. Ça y moi, est, je viens de te percuter là, ça y est. Ouais. T'étais pas avec Marvin et... C'est ça. Ça y est, je te remets là. L'influence Fight Club. Oui, non mais ça y est, je te remets Voilà, là. tu t'en rends compte 2 semaines après, c'est bien. Ouais, tu vois, ouais, voilà. Ça y est, je revois les vidéos avec, le petit, 45 minutes, avec, on est ensemble, mais- avec le petit scandale associé. Complètement. Et il y en a des pages, hein, t'as pas T'as vu, rigolé. Hein. Ouais, je sais écrire. Hein. Ah C'est oui, dingue. tu sais écrire, c'est ton ouvrage, Lali, une Française à Vegas. Vous découvrirez l'histoire secrète de Lali, de policière à artiste du type. C'est dur à dire. Ça se passe aux éditions Michel Lafon. Il est disponible de partout. Partout. On est d'accord? Everywhere? Ouais. Everywhere. On peut en avoir un dédicacé un de ces jours? Bah oui. Ah, moi d'ailleurs, Moi, je j'en veux veux bien. ma C'est vrai? dédicace. Ah oui, j'y tiens. Heureusement que Voilà. je t'y ai fait penser. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. On commence cette émission avec un pop-up. Eh ben oui, j'ai oublié de lancer le sommaire. Décidément que m'arrive-t-il, j'ai mangé trop de bonbons juste avant. Ça va pas du tout. Des vrais bonbons. C'est le sommaire. Vous êtes prêts pour ce nouveau numéro d'Age After? C'est Chloé Cooper qui ouvre le bal dans un pop-up avec ses confidences sur la période difficile qu'elle traverse avec sa fille à cause du Terrible 2. En Up and Down, Bastos nous partage les mésaventures de Giuseppa qui pense être victime du mauvais œil. Quant à Sam, il mettra à l'honneur Océan Amsler et la confection de sa robe patate sur mesure. Dans la rubrique Un comme un sujet, Manon Tanti a été injuriée par Jessica Thivenin et elle explique les raisons. Du côté d'Anaïs Camizzouli, elle a été critiquée par les internautes après qu'elle se soit confiée sur sa charge de travail. Le plateau, c'est à vous. Et on peut donc commencer avec ce fameux pop-up. C'est l'influenceuse Chloé Cooper qui s'est confiée sur la période difficile qu'elle est en train de vivre en ce moment en tant que maman avec sa fille. Regardez. Si des mamans passent par là, s'il vous plaît, arrêtez de scroller. J'ai une question pour vous. Le Terrible 2, ça s'arrête quand? Je veux dire, à quel âge? À peu près, ça dure combien de temps? Savoir si on survit jusqu'à la fin ou s'il y a un membre de la famille qui va passer par le balcon. C'est pour savoir. C'est pour une amie, en fait, c'est pas pour moi. Hein, c'est... Le Terrible 2, donc où la crise des 2 ans, c'est une période charnière pour les jeunes enfants à cet âge. L'enfant réalise en fait qu'il est un être à part entière. Il cherche à développer son autonomie et à s'imposer. Il perd conscience de son pouvoir. Il prend conscience de son pouvoir, sur son environnement. S'il dit non, il voit bien que ça va faire réagir. C'est donc une période où il va perpétuellement affirmer son opposition à celle du parent. Est-ce que vous connaissiez le Terrible 2, Bastos? Bah, moi, je connaissais, j'en avais entendu parler parce que j'ai 4 neveux et nièces qui ont aux alentours de ces âges ou qui y sont passés il n'y a pas très longtemps. Et non seulement j'en avais entendu parler, parce que c'est aussi des questions auxquelles moi je m'intéresse énormément. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que pour l'instant je ne suis pas vraiment dans les rails. Mais en tout cas, je l'ai expérimenté aussi et je l'ai vu sous mes yeux. Et c'est vrai que pour les parents, c'est quand même des périodes qui sont assez difficiles. Le Terrible 2 en particulier, je l'ai vu de mes yeux, c'est le « Non, mais tu veux faire ça? Non! Et tu veux ça? Non! Et tu veux que je te dise une histoire? Non! Bah alors qu'est-ce que tu veux? Non! » En fait, c'est un choc peut-être pour les parents qui, pendant les 2 premières années, ont eu l'habitude d'avoir un enfant très docile, un enfant émerveillé, qui pleurait un bébé. avec l'instinct grégaire, etc. Non, mais oui, et qui, à 2 ans, se dit, mais en fait, j'ai pas connu ça pendant 2 ans. Toi qui es dans la psy, justement, Lali, c'est un terme que tu connaissais, le Terrible 2. Et qu'est-ce que tu penses aussi de ce terme qui est apposé à cette situation? C'est pas un terme qu'on utilise à proprement parler en psychologie. Ah, en tout cas, moi, je l'ai pas vu. Maintenant, voilà, je pense pas que ce soit quelque chose qui est figé sur cet âge de 2 ans. Ça peut
se prolonger. Bien sûr, et puis après, voilà, c'est une évolution complètement normale. Je pense que ouais, ce terme terrible, en fait, me dérange un peu parce qu'il a tendance à diaboliser un peu l'enfent, finalement, alors qu'en fait, c'est plutôt l'enfant qui va tester les limites, ses limites, les limites de ses parents, surtout, justement, avec ce nom que l'enfant va dire, il teste les limites des parents. Donc, c'est un processus normal. Et heureusement, oui, il ne faut surtout pas essayer de contrôler ce truc-là parce que c'est le développement de l'enfant qui est en jeu. Donc, c'est normal, il faut être patient. Quoi. Un processus normal, mais qui peut causer du tort aux parents, qui peut inquiéter les parents. À un moment donné, je veux dire, on est tous passés par là et les parents doivent apprendre aussi que c'est un processus normal de développement et on ne peut pas empêcher l'enfant, le restreindre en fait dans cette phase de développement qui est très importante. Basta, après je vous donne les signes d'un Terrible 2. Je pense pas qu'il faut voir ça comme une diabolisation de l'enfant. À mon avis, c'est quand on dit Terrible 2, c'est l'âge des 2 ans qui est le terrible âge où l'enfant est dans la négativité, machin, etc. Et à partir du moment où cette période existe, je pense que c'est bien de lui donner un nom pour faire de l'éducation, pour que les parents puissent apprendre que c'est normal, justement, comme tu dis, que tout le monde y passe, c'est le Terrible 2. Ah, ok, c'est le Terrible 2, comment je dois réagir au Terrible 2 ? Bon, je peux regarder un livre sur le Terrible 2, mais si on ne lui met pas de nom à cette année-là des 2 ans, la terrible année des 2 ans, du coup, on ne peut pas écrire des livres dessus, on ne peut pas se renseigner, on ne peut pas apprendre, etc. Je pense qu'il faut le voir comme un truc positif, justement, et une manière un peu plus pratique de se renseigner. Nommer permet d'exorciser. Capi, tu veux devenir papa ? Ouais, mais pas tout de suite. Genre dans combien de temps ? Parce que t'es installé quand même, là, ça fait 3 ans avec Carla. Ouais, Clara. Tu t'éternises pas, parce que sinon elle va se barrer. Non, je pense vers mes 30 ans, tu vois, là j'ai 24. À mes 30 ans... Oui. J'espère qu'elle n'entend pas ça. Hein, Le truc, c'est que je suis trop encore centré sur moi-même, égocentrique, tout ça. Et j'ai du mal à m'intéresser aux gens, tu vois. Donc là, je fais un effort. Et tu sais quoi, des années avant que tu deviennes papa, Capi, je te propose de découvrir les signes du Terrible 2 chez un enfant. Déjà, l'enfant dira beaucoup plus souvent non qu'avant. Il s'accroche à vous, puis demande à être laissé seul l'instant d'après. Il s'entend mal avec les autres enfants et fait possiblement preuve d'agressivité, par exemple, en poussant ou en bousculant les autres enfants. Il est facilement contrarié. Il fait des crises de colère qui peuvent être perçues comme des crises de colère. Il a des sautes d'humeur très rapides et vous semble passer de la joie à la colère, puis à nouveau à la joie en un clin d'œil. Il teste vos limites pour voir jusqu'où il peut aller. Ou encore, il exprime sa contrariété ou sa frustration en pleurant, en criant, en tapant, en mordant ou en donnant des coups. On a demandé à Aurélie, qui est psychologue spécialisée en santé mentale, trauma et parentalité, de nous donner des conseils sur le Terrible 2. Elle a regardé la vidéo de Chloé Cooper. Elle a d'ailleurs un petit message pour elle. Chloé, si tu passes par là, si tu nous regardes, déjà, on t'embrasse et voilà pour toi. Le Terrible 2, est-ce que c'est normal ? Oui, ne t'inquiète pas Chloé, ça fait partie du développement de l'enfant et c'est hyper important finalement parce que ça montre que ton enfant s'affirme. Lorsque l'enfant comprend que « Hello, je suis une personne à part entière, donc je peux prendre des décisions, je peux dire oui, je peux dire non », mais c'est là que ça commence à venir et donc c'est généralement entre les 18 mois et les 3 ans de l'enfant. Donc le Terrible 2, c'est tout simplement quand l'enfant va commencer à s'affirmer, donc à vouloir tester les limites, à dire non pour tout et pour rien, et à vouloir faire beaucoup plus de choses seul. Donc ce que je vous conseille de faire dans cette période de transition, c'est d'accompagner l'enfant au maximum. Donc on pose des limites claires et stables. Stables parce que c'est pas aujourd'hui tu dis A et demain tu dis B. Je sais qu'on peut être tenté de céder quand on est épuisé, mais c'est très important dans cette période-là d'avoir un cadre stable et clair pour l'enfant. Ensuite, ça va être important de limiter les choix que l'enfant va avoir. Au lieu de dire, tiens, choisis ce que tu veux mettre ce matin et donc ça va partir en crise et tous les matins avant l'école, on n'en peut plus. Ça va être important de lui proposer, par exemple, tu préfères quoi entre le t-shirt rouge et le t-shirt bleu. Important aussi de nommer les émotions de l'enfant, donc lui apprendre et l'aider à verbaliser. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. C'est une période normale, une période difficile, je le sais, mais ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Merci d'ailleurs pour tous ces conseils et ça te fait réagir. Lali, tu dis c'est une très bonne technique, c'est une très bonne méthode de restreindre le choix. Oui, bien sûr, totalement. C'est de donner à l'enfant juste 2 choix le matin. Ça évite l'éparpillement, tu vois. Donc ça permet à l'enfant de se focaliser sur quelque chose de précis en fait. Donc c'est très bien. Elle a tout dit. Lali, je te propose de découvrir notre humeur sur cet âge after au travers du Up and Down.
Mon petit Bastos, c'est toi qui démarre, c'est toi qui va nous dire si tu as fait un up ou si tu as fait un down et sur quel sujet. Alors, j'ai fait un up cette semaine et c'est sur le sujet Giuseppa. Mon up, c'est un up de soutien pour Giuseppa qui traverse en ce moment pas mal de mésaventures. Elle est tombée de cheval il y a quelques mois. Je crois qu'elle s'est pété le poignet ou quelque chose comme ça. Elle est retombée là dernièrement dans les escaliers. Encore Ouais, de nouveau. Vraiment, elle n'arrête pas. C'est Pierre Richard hein, à ce stade, Giuseppa. Et donc, elle a fait un TikTok pour dire mais qu'est-ce qui se passe on m'a foutu l'œil ou quoi Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en veut Pourquoi il m'arrive tellement de mésaventures? Alors, c'est un up de soutien. Je ne lui en veux pas d'avoir demandé qui lui a foutu l'œil. Pour moi, c'est une manière un peu rigolote de se demander un petit peu ce qui lui arrive. Comment ça se fait qu'il lui arrive autant de mésaventures? Je ne pense pas qu'elle vise qui que ce soit en particulier. Je pense que vraiment, c'était un côté humoristique de la part de Giuseppa. Et voilà. On a la vidéo d'ailleurs de Giuseppa, regardons-la. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de la situation qui est extrêmement grave? Il va falloir que j'aille voir quelqu'un pour me faire enlever l'œil, c'est sûr. Quelqu'un veut ma peau. Il y a à peu près 1 mois et demi, je suis tombée à cheval, je me suis fracturé le scaphoïde, déchiré les ligaments et luxé le poignet. J'en suis là. Et aujourd'hui, je suis tombée dans les escaliers. Et j'attends le médecin parce que je me suis clairement fracassé le tibia qui est carrément ouvert. Je vais éviter de vous montrer la plaie parce que c'est juste horrible. Donc voilà, juste la personne qui veut ma peau, dis-moi, voilà, dis-moi, viens me voir, on en discute, on parle. Et voilà quoi, parce que vraiment ça commence à être long là. On l'utilise beaucoup, c'est vrai, cette expression, le mauvais œil. Je sais pas si tu l'as déjà utilisé, Capi. Moi, je crois pas à ces trucs-là. Ah, tu crois pas genre au mauvais œil? Moi, les gens, j'en suis sûr, ils doivent... Voilà, tu vois. Ils doivent te voir là. Non, mais en gros, ils doivent penser que... Ils doivent se dire, ouais, il faut qu'il rate sa vie, ou tu sais, ils doivent me souhaiter le malheur, tu vois. Bah, il y en aura toujours. Mais moi, là, tous les sorciers qui nous regardent, là, vous pouvez faire autant de prières que vous voulez, des trucs chelous, là. Moi, je vais avancer, quoi. Mais alors, le mauvais œil, d'où ça vient? C'est important quand même que je vous explique d'où ça vient cette expression de mauvais œil qu'on utilise communément. Le mauvais œil, c'est une croyance selon laquelle un regard, un éloge, un compliment, une parole d'une personne à une autre pourrait faire peser sur elle une sorte de malédiction. Ouais, en gros, c'est religieux, quoi. Ah non, c'est pas religieux. Ah c'est une sorte de superstition. Ouais. C'est-à-dire que le pouvoir de la parole ou de l'intention d'un être sur un autre aurait un véritable impact. Ça, t'y crois, c'est une croyance, c'est pas scientifique. Hein. Bah, j'y crois, alors pas au sens littéral du terme, mais tu vois, tu as dit quelque chose d'important, c'est que tu as dit ça peut avoir un impact... en fait, c'est quelqu'un qui est vulnérable, on en revient toujours à ça. C'est de la psychologie, quoi. Quelqu'un qui est vulnérable, tu peux lui faire croire ce que tu veux. Quelqu'un, par exemple, je te prends un exemple, tu vas croiser, tu sais, une voyante, enfin, tu sais, quelqu'un dans la rue qui va te dire il va vous arriver malheur, voilà, il va vous arriver malheur. Bah, tu sais quoi? À 99% de chances, tu vas te prendre, je sais pas, tu vas trébucher dans les escaliers, tu vas te prendre et tu vas dire, ah, c'est elle en fait. Tu vois, parce qu'elle va te conditionner. Elle va te conditionner, tu vois, t'es parti dans ce truc-là. Elle aura eu un contact avec toi. Quand on parle du mauvais œil, c'est peut-être quelqu'un qui a aucun contact avec toi et qui, quelque part, souhaite ton mal. Ah oui, oui. Tu vois ce que après, je veux tout dire dépend de l'importance que tu donnes à ce truc-là, en fait. C'est toujours pareil. C'est pour ça que Mila Jasmine, tu sais, pendant très longtemps sur ses réseaux sociaux, elle a eu un œil à la place de sa photo. C'est genre pour conjurer le mauvais œil. Voilà, c'est à ça qu'il sert, ce petit truc bleu avec les cercles là. Ouais, ça sert à conjurer le mauvais œil. Maintenant, moi, je pense qu'il y a une rationalisation de cette théorie du mauvais œil. C'est-à-dire en imaginant que moi, quelque part, je parle de toi ou je souhaite ton malheur avec mon entourage, tu vois. Oui. Je veux dire, les nouvelles vont vite, les murs ont des oreilles, les gens se parlent, etc. Si je dis des choses mauvaises sur toi, ça se répand, les gens en discutent, il y a un téléphone arabe, c'est modifié, amplifié, avec la haine, la frustration, l'énervement, la méchanceté des gens, etc. Et finalement, un jour, est-ce que ça finit pas à travers, par exemple, sur les réseaux sociaux, des commentaires, des choses que tu vas lire, entendre sur toi, qui vont finalement te mettre dans un mauvais mood, qui vont te abîmer ton estime de toi, qui vont te faire du mal. Ouais, donc pour toi, le mauvais œil, c'est une métaphore. Le mauvais œil, c'est une métaphore un peu rapide pour expliquer à des gens qui n'ont pas envie forcément de se plonger dans la compréhension des échanges humains
pour t'expliquer que si tu fais du mal sur ton chemin, il y a des gens qui vont être blessés, qui vont souhaiter ton malheur. Et au bout de la file, un jour, tu vas finir par être touché. Tu vas finir par être touché parce que rien qu'un commentaire que tu lis sur les réseaux où on te haït, où on dit quelque chose de mal sur toi, ça peut affecter ton humeur. Bien et si sûr. ton humeur est affectée, qui dit que parce que ton humeur est affectée, tu dors pas moins bien la nuit, et puis derrière, tu trébuches dans un escalier, ou tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a une rationalisation à ça. Bah alors ça, je sais pas si c'est rationnel, mais en tout cas, en parlant des réseaux sociaux, il y a beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux et on est tombé sur le compte de Spirituel E2LES qui dit comment savoir, voilà, c'est cette dame, comment savoir si on a le mauvais œil. Donc je vais le faire parce que je l'ai regardé la vidéo. Donc il suffit d'avoir un petit bol, voilà, comme ça, bah oui, de mettre de l'eau. Alors si on suit ce qu'elle dit, hein, voilà, on verse un petit peu d'eau comme ça dans le bol. Ok. On prend des allumettes. On prend des allumettes, 2 allumettes. Elle est vraiment à l'opposé de moi, quoi. Moi, je te rationalise le truc et elle Il te faut met un bol frotter. et de la magie. Il faut frotter pour mettre son énergie forcément. dans les allumettes, tu vois. Voilà, électricité Donc là, statique. je frotte les allumettes. Merci la physique. J'allume les allumettes. Voilà. Voilà. Et je vais les jeter une par une dans le bol, comme ça. Hop. Et donc Hop. Et j'attends 10 minutes. Et en gros, on va regarder, voilà, si les allumettes, elles sont dos à dos, comme ça, c'est qu'il y a une personne qui te fait du tort dans ton dos. Il faut attendre 10 minutes. Non, t'as même pas besoin d'attendre, hein. T'as le résultat déjà. Une personne qui me fait du mal dans mon dos. Ah bah là, oui, on y est là. Oui, bon, j'avais pas besoin des allumettes Bah pour non. ça. Il y a quoi d'autre encore comme option? Mauvais sort ou mauvais œil, envoûtement. Là, tu as besoin d'une protection très puissante si les allumettes, elles se croisent. Ouais. Et t'as son numéro de téléphone à la fin, c'est ça? Ça, c'est quelqu'un qui te jalouse si elles sont dans le sens inverse en fonction de la queue. Voilà, protège-toi. Sans mauvais jeu de mots, oui, protégez-vous. Protégez-vous. Bah oui, hein, ça fait rire que moi. J'ai compris, ça y est. T'as compris? Et si les deux allumettes sont comme ça, ben en fait, c'est que vous êtes protégés et il y en a une autre, ça veut dire qu'il y a des anges gardiens, je crois. Voilà, et c'est que tout va bien si elles sont comme ça. Toi, tout va mal. Bah, Il y a des gens pour qui parlent l'instant, sur rien ton... n'est dit, rien n'est fait. Ah bah là, si, le jeu, les cartes sont jouées. Ils ont mis le Ouais, non, chrono mais ça en va pas régie. bouger, hein. J'aimerais bien bouger la table, là. Ah, on ne sait pas, ça peut bouger, regarde. Oh, qu'est-ce qui se passe? Les esprits sont parmi nous. Ouais, bon, on va voir dans 10 minutes, mais pour Ça aura l'instant, il y a pas bougé. quelqu'un qui me fait du sale dans mon dos. Ah ouais. Bref. Allez, merci Bastos pour ce sujet, c'est à moi. Moi, je vais vous présenter un up, un méga up. J'ai adoré tomber sur cette story. Je sais pas si tu la connais, tu connais peut-être pas Océane Amsaler. Non, du tout. T'es à Las Vegas, t'es sur une autre planète. Ah ouais, complètement. Mais Là, je Océane me rends compte, Amsaler, là. c'était une ancienne candidate de télé-réalité. Ok. Initialement, elle avait fait une saison des Anges il y a plusieurs années. Et puis alors, avec un succès incroyable par la suite, elle n'a plus jamais fait de télé-réalité. Elle s'est mise dans la création de contenu, dans l'influence. Elle est devenue, franchement, une youtubeuse en France, une influenceuse qui pèse, qui compte. Elle Une est streameuse. une streameuse, elle est toujours pleine de projets. Et encore dernièrement, et c'est pour ça que c'est mon up, parce que c'est ce que j'aime dans l'influence, c'est quand vos influenceuses, Elle est belle. vos influenceurs proposent des projets innovants, réguliers. Et là, tout est parti d'un commentaire de quelqu'un qui lui a dit « Ah mais toi, tu pourrais mettre n'importe quoi sur toi, tu pourrais mettre un sac patate, que ça tirait bien. Ben, elle s'est dit « Ok, je vais me lancer dans la création d'une robe, je vais faire appel à un designer, un couturier, je vais tout filmer et on va fabriquer ma propre robe patate. » J'ai trouvé ça génial, qui lui a coûté quand même 2000 €. Hein. Et elle a filmé tout le processus, regardez. Je vais vous montrer comment j'ai dessiné, imaginé puis donné vie à la robe patate. Tout a commencé avec ce commentaire que j'ai reçu d'une glabelle enchantée. J'ai pris une feuille, un crayon et j'ai dessiné The Potato Dress. Ensuite, je l'ai envoyé à Jeff de Telos, ils encore Corsetier qui l'a mise au propre. On a commencé par prendre toutes les mesures de mon corps. Première étape, la toile. Avant de couper dans le vrai tissu, on fait une toile. C'est un brouillon cousu dans un tissu simple pour tester les formes et les volumes. Voilà, une semaine après, je reçois mon tout premier design, la robe patate. C'est parti d'une blague, mais ça s'est transformé en un projet créatif hyper stimulant. Je suis très heureuse. Oui, elle mérite des applaudissements. Je suis très contente. J'ai fait un petit SO à Marilyn Monroe sur le texte. Il y a marqué Stare Magazine.net 19.5 en référence à Marilyn Monroe qui apparaît en 1952 dans le magazine américain Stare, vêtue d'une robe patate ou la Potato Sack Dress. Potato Dress, celle qui fait officiellement de moi une designer. Faut savoir qu'elle m'a coûté 2000 € à produire. Elle a été entièrement sourcée en France avec des tissus français et réalisée par un artisan corsetier français. C'est un savoir-faire très technique qu'on valorise peu mais qui change tout le rendu. Bon, 2000 € quand même, hein, c'est le coup. Mais tu fais ça, toi, Bastos. Ouais, c'est génial. En France, En français, savoir-faire français, textile français. Océane, moi je suis fan d'Océane. Je trouve que vraiment tout ce qu'elle fait toujours, c'est hyper intelligent, subtil, naturel.
des super concepts. En plus, elle est magnifique, sauf que la robe est moche. Ah non, elle est sympa, la robe. belle. C'est hyper créatif, Ouais, ça c'est pourrait être au super Met beau. Gala. Je l'adore, je suis fan Moi, d'elle. j'adore. La Je suis Laïe. amoureux d'elle. Ah, moi j'adore. Elle est magnifique cette fille en plus. Ah ouais. Donc ouais, non, c'est clair. Non, moi j'adore la robe, je trouve ça sublime. Ouais, puis il y en a, il y en Et puis, a c'est des français, influenceurs quand même c'est- qui nous ont montré Bah ouais, des mais il y en a super plein exemples. qui ont du Je pense à talent, ouais. Jessica Thivenin qui s'était rendue au Japon pour apprendre davantage sur la culture dans le but de créer une marque de matcha. Léna Mafouf qui a lancé sa marque aussi, l'hôtel Mafouf. Toi aussi, Bastos, hein. Quoi? Toi aussi, t'as fait un truc genre cool comme ça. Pendant un moment, oui, je peignais sur des vêtements. J'avais un label qui s'appelait Monsieur le Prince Paris. Et moi, je faisais que des pièces uniques où je peignais avec de la peinture textile sur des vêtements. Et pourquoi t'as arrêté? Parce que mon but n'était pas d'en faire de l'argent. Parce que si tu veux en faire de l'argent, du coup, le côté pièce unique n'a plus vraiment grande importance. Et puis, il y a un espèce de paradoxe dans la manière de consommer des gens. C'est-à-dire qu'ils veulent une pièce unique, mais ils veulent une pièce unique qu'ils ont déjà vue quelque part. Donc ailleurs. Donc en fait, ils veulent une reproduction d'une pièce unique. Moi, j'avais pas du tout envie à l'époque de commencer à refaire 15 fois le même jean. Pour moi, c'était une création artistique, comme un tableau que je pouvais porter si ça me faisait kiffer. D'ailleurs, j'avais été publié aux États-Unis dans le magazine Seventeen. Il y avait des gros artistes qui avaient porté mes vêtements et tout. J'étais hyper content et ça me suffisait comme reconnaissance. J'étais vraiment content de le faire pour le plaisir. J'ai jamais voulu en faire de l'argent. Qui sait, t'aurais pu devenir un designer de mode. On va poursuivre avec un commun sujet. Rien ne va plus entre elles. De qui on va parler? Rien ne va plus entre elles. Bastos, une idée? Je cherche. Ah, je sais pas. Oh non, il regarde la réponse sur mon écran. Non, non, voilà. Une idée, une vraie J'ai proposition. pas eu le temps de lire. Rien ne va plus entre Deux elles. filles qui Bah oui. s'embrouillent. Ça pourrait être qui? Je sais pas, qui étaient copines. Aidez-moi, vous savez pas, vous? Qui Tu me étaient demandes à moi? copines et qui s'aiment plus? Je sais pas. Bah, Jessica Thivenin Et qui? et Manon Tanti. Ah, Bah ok. oui, tout simplement parce qu'elles se sont injuriées mutuellement. Regardez. Vraiment, c'est la. Je suis vraiment quoi? Je suis vraiment. Attends, oui. Je dis, c'est vraiment une. Je suis Oui, parce qu'elle me reproche qu'on va pas à Ibiza cette année. Non, Je pas peux forcément Ibiza. Si. Alors, attendez. Quand vous dites, vous voyez plus, Manon, t'es trop proche de Mel, t'es pas assez proche de Jess, blablabla. Je De vais base, cette année, je peux l'été, on est censé passer une semaine de vacances ensemble. Elle ne peut pas. C'est pas je ne peux pas. Mais Voilà. parce que je- Retenez bien. Meuf, elle book son été un an avant. Qui Mais je fait suis ça? bouquée jusqu'au mois de décembre. Je veux savoir quand au mois de décembre. Excuse-nous. Oui. Excuse-nous. Donc t'es vraiment une. Parce que je te promets que l'année prochaine, je te mets Elle en. m'insulte gratuitement. Donc en fait, elle la traite à deux reprises de Allop. Je peux pas le dire. Ah, d'accord. Vous rajoutez un S devant, Allop. Et il y a une étude, non mais c'est plutôt intéressant. Alors c'est le média c'est assez marrant, c'est Fils de poulpe. Ça s'appelle donc c'est le Boston College qui a expliqué que les potes qui s'insultent entre eux sont 300% plus honnêtes et loyaux que les autres. C'est une étude récente qui suggère que les amis qui s'insultent entre eux pour rire ont tendance à être jusqu'à 3 fois plus honnêtes et loyaux. Selon les chercheurs, ces taquineries légères seraient le reflet d'un lien fort fondé sur la confiance et la compréhension mutuelle. Ça témoigne d'une amitié réconfortante où personne ne se sent offensé, quels que soient les propos. Et vous, Alors moi, est-ce j'insulte. est-ce que vous vous insultez Ah ouais, entre potes, Lali? Ouais, moi j'insulte mes copines, ouais. Moi je les traite, ouais, mais c'est amical en fait. Après, j'ai beaucoup d'amis gays, moi, tu vois, donc je pense que c'est plus. Je sais pas, ça passe plus, tu vois, ce truc de dire. donc tu les féminises et garce, tout. tu vois. Enfin, ouais. Non, ouais, franchement, ouais, on s'insulte, mais il n'y a pas de souci, quoi, ça va, c'est OK. Vous insultez entre potes, Bastos? Moi, j'aime pas trop ça. J'ai jamais trop aimé ça. Non pas le fait de le recevoir ou de le faire, peu importe. J'aime pas trop ça dans le sens où je trouve qu'il y a quand même, et il y a aussi des études pour prouver ça, c'est pour ça que leurs études de fils de poulpe, voilà. La négativité d'une insulte, ça affecte parfois de manière sous-jacente l'humeur de quelqu'un. Une insulte, c'est quand même rabaissant. Et en fait, s'habituer
à banaliser ça. Tu crois que ça ne te touche pas et en fait, ton inconscient, il est quand même parfois, malgré toi, touché par les insultes, touché par ce que peuvent vouloir dire ces insultes. Parce que quand tu vas insulter tes amis ou ton entourage, ça ne va pas être n'importe quelles insultes, ça va être des insultes qui vont, d'une certaine manière, un peu plus correspondre à la personne que tu insultes. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors à l'inverse, pour faire du sarcasme. Mais ça veut dire quand même quelque chose au fond et parfois, on a l'impression, bon, je m'en fous, machin, etc. Mais ton inconscient, parfois, est touché et je pense que ça peut avoir des répercussions qu'on ne suppose pas. Capi, entre potes, mais genre vrais bons potes, vous insultez ou pas? Ouais, pour rigoler. Mais après, moi, je dis toujours pas sur les parents, trucs comme ça. Tu vois. Pas les mamans, quoi. Oui. Ouais, pas les mamans. Oui. Genre fils d'eux, tu vois, pas de trucs comme ça. Bah après, ouais, on s'insulte. Bah après, mais pour rigoler. Par contre, moi, quand je suis énervé, faut pas m'insulter. Ah oui, non, mais pareil. Parce que tu vois, je reste 4e meilleur boxeur français. Tu vois, genre. Et tu vois, comme ça dépend de son mood, ça veut dire quelque chose. Oui, non, c'est vrai. Dans un certain mood, ça va l'affecter et pas dans l'autre. Donc en fait, est-ce que ce serait pas que ça l'affecte dans les deux, mais dans un de plus forte dimension? Mais c'est normal. Dans un mauvais mood, je trouve, ça va créer de la tension. Tout est une question de mood. C'est comme parfois quand tu vas dire quelque chose à ta meuf ou à ton mec, dans un moment où il y a un échange, où il y a un dialogue, c'est même pas que ça va passer crème, c'est que ça va être normal, ça va être un non-sujet. Voilà. Oui, Et s'il est un petit peu chafouin, elle est un petit peu chafouine, et ben là, ça peut créer une dispute. Et ça va pas être pris de la même façon parce que tout est une question de mood et d'énergie en fait. Nous, on s'insulte Mais est-ce que grave c'est entre pas potes. juste ta perception qui évolue selon les moods? En fait, ta perception, et il y a beaucoup de choses que seul ton inconscient capte et pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que se transcrivent les rêves ou, par exemple, sous champi, tu vas augmenter ta perception. Tu vois, tu vas augmenter ta perception et ton inconscient va devenir tout puissant et tu vas ressentir bien plus les choses, etc., tous les stimuli. Et par exemple, sous champi, moi je me rappelle, il fallait surtout pas me dire un mot négatif, parce qu'un mot négatif venait casser mon mood de bonheur, tu vois. Mais là, c'est une substance, même si elle est mais naturelle, c'est une substance ça altère ton cerveau, c'est dangereux, oui, mais c'est qui pas ne fait bien. qu'amplifier quelque chose qui existe. Voilà. Et c'est prouvé, qui ne fait qu'amplifier quelque chose qui existe, qui ne fait qu'amplifier ta perception de tes propres émotions. Et tes propres émotions, elles sont là. Et parfois, tu ne vois pas le changement. Je vais faire peut-être un mauvais parallèle, peut-être que vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais il y a des gens dans leur intimité, il y a des couples ou des partenaires qui aiment s'insulter pendant l'acte. Ouais, là, c'est encore différent. Ouais. Ça s'appelle du roleplay d'une certaine c'est manière. Du roleplay, Un capi. Non, moi je fais pas ça, mais c'est son délire. ça me fait rire en fait. C'est du roleplay. Oui, c'est du roleplay. Il Il y a un consentement. C'est un jeu. Il y a un consentement déjà. Voilà. Tu vois. Tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre. En fait, pendant. Il y a des gens qui ont besoin de ce truc-là justement pour créer cette excitation sexuelle. En fait. Ouais, non, moi je pense qu'entre amis, si tu te sens assez à l'aise, je vais prendre mon propre exemple, on se connaît depuis, avec les gays, ça se fait beaucoup, depuis le collège. On a nos petites insultes qu'on aime bien se dire comme ça, mais c'est toujours pendant l'apéro, sur la taquinerie, machin, tout ça. Et si tu es dans un moins bon mood, il me semble que ça m'est déjà arrivé de dire là par contre je suis pas vraiment dans mon assiette, tu vois. Tu le dis. Tu stoppes, tu dis voilà, j'ai moins envie de rire, tu vois. Aujourd'hui, tout est une question de communication. Tu poses tes limites, quoi. Ouais, voilà, tu poses ta limite. Oui, voilà, c'est ça. Limite qu'on n'ose pas souvent poser, en fait. On n'ose pas dire non, là, alors, je veux bien, mais là, non, là, c'est ma limite. Voilà, là, ça. Au-delà de ça, je suis désolé, mais je peux pas. Voilà, exactement. Voilà, c'est vrai, on n'ose pas le dire souvent. Ouais. Je suis d'accord. Mais... non, ouais, moi, dès qu'il y a un mot qui dépasse un peu trop la normale. Ouais, même si c'est de bonne humeur. Non, ouais, je dis, par contre, l'abuse pas, tu vois. Ça va dépendre de la sensibilité des gens, etc. Émotionnel. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas aussi trop habituer tes potes à te parler comme ça. Parce qu'après, si t'es en public ou mais t'éduques les gens, en fait, de la manière dont tu as envie qu'ils te traitent. C'est ça. Donc, tu vois. Et je trouve que c'est pas vraiment néfaste de remplacer les insultes par des petits sobriquets mignons, rigolos. Non, moi, quand je te dis insulte, je te parle de genre garce, tu vois, sur ma copine qui va, par exemple, elle travaille à 5 h du matin. Ouais, mais moi, en fait, le contexte, c'est différent. C'est genre, tu vois, elle va se lever à 5 h du matin pour bosser, et comme on est en décalage horaire, moi, je vais dire, moi, je viens me coucher. Et elle va me dire, t'es vraiment une garce. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre. Chance, voilà, c'est ce genre. Il n'y a rien de méchant, tu vois, ça m'attaque pas personnellement. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre d'insulte-là. Dans le genre d'insulte entre elles, là, non, moi, je fais pas ça. Ouais, je suis pas sûr que ça soit non, hyper moi, je positif. fais pas ça. Moi, à l'inverse de ce que cette étude.
Oh, je me vois, mais qu'est-ce qui se Oula, passe? ça y est. Ah, c'est- Attendez, parce que... Non, mais je voulais prendre mon téléphone pour montrer les allumettes. Mais moi, je comprends rien à votre truc, les gars. Donc, on oublie. Donc, les... Ah, mais je t'ai dit, ça n'allait pas bouger. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui parle derrière souhaite dos. ton mal. Ouais, voilà. Non, parce que c'est pas. Non, c'est qu'il y a quelqu'un qui me fait du sale dans mon dos. Ouais, c'est Son ça. dos, ouais, dans Ouais. son dos, ouais, ça. Dans mon dos. Regarde pas. Bénisse, hein. Bon, bah, est-ce que c'était pas évident qu'elles se mettent comme ça, les allumettes? Bah, Elles sont en probablement. train de bouger là, hein, cela dit. Ouais, c'est normal. Elles auraient pris probablement n'importe quelle pose, n'importe quelle position qu'elle a énumérée. Voilà. Donc forcément, tu vas tomber sur une combinaison qui est énumérée dans sa vidéo. Voilà. Donc tu y trouveras ton compte. C'est comme l'horoscope. Ouais. On y trouve toujours son compte. Donc, tu tu vois. seras satisfait parce que tu auras eu quoi qu'il une réponse. Ouais, alors Voilà. satisfait, je sais pas, mais en tout cas, tu vas te retrouver dans sa vidéo et puis tu vas bien flipper et tu vas dire merde, tu vois. C'est ce qui est voulu, de toute façon. Allez, nouveau commentaire. Oh, mais il est horrible, ce commentaire. Son livre ne se vend pas. Son livre ne se vend pas. De qui on va parler? Ah, je ne parle pas du tien, Lali. J'espère. Parce que le sien, Lali, il est toujours disponible. Et il se vend comme des Lali, petits pains. une Française à Vegas. Il en L'histoire reste secrète plus de qu'un. Lali de policière artiste du strip. Son livre ne se vend pas. Qui a sorti un livre chez les influenceurs récemment? Alors, je vous donne les réponses parce que sur ce achat, personne ne participe. Martika. Martika. Mais oui, bien évidemment. On parle de Martika qui s'est confiée en larmes sur le fait qu'elle vit très mal La d'être seule solitude. et surtout d'avoir peur de finir sa vie toute seule. Et ça a un nom. Lali, je suis persuadée que tu vas pouvoir nous éclairer. Regardez. Tout à l'heure, je pensais à un truc, je me demandais si des gens sont... est-ce que des gens souffrent d'être seuls? Est-ce que des gens souffrent de ne pas avoir un compagnon de vie à leur côté? Je me pose toutes ces questions. Pardon, je suis émue, mais en fait, moi par exemple, ça me manque. Et du coup, comme je pensais ça de moi, je me disais, est-ce que les gens, ils ont ce manque aussi de pas avoir cette personne à leur côté, avec qui on peut partager des choses. Voilà, moi Ça t'a fait réagir, Capi. Tu dis, mais comment tu te filmes en pleurant? Et pourquoi pas? Sacré Martika. Non, mais en vrai, franchement, j'ai jamais compris les gens qui pleurent et qui se filment. Tu Mais vois, ils font tout aujourd'hui. deux Ils actions, dorment, ils ils se ont- filment. Même, bref. Mais non, en gros, déjà, il y a ça. Et le deuxième truc, on dirait, elle fait ça pour le marketing, tu vois. Ah, donc toi, t'as l'impression Pour, que c'est fait parce que ça arrive au moment où le livre sort. Ouais, tu sais, elle veut faire parler, elle sait que les gens ils vont reprendre la vidéo, ça va tourner, voilà, quoi. Elle veut vendre son livre, quoi. Bastos. Je trouve je veux dire, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas une pensée intéressante, il n'y a pas une conclusion. Elle est vraiment en train de choisir le lieu le plus commun au monde, c'est-à-dire être seule. C'est-à-dire vraiment, il n'y a personne qui a envie d'être seul. La solitude, ça fait chier tout le monde. Voilà, c'est un peu triste, ça menace tout le monde. Elle choisit le truc qui va réunir la plus grande partie de son audience et après elle choisit l'émotion pour aller la toucher sur un sujet sur lequel tout le monde peut se projeter. Donc en fait, elle essaye de fédérer pour faire de l'engagement, pour faire réagir, pour faire parler, pour attirer la sympathie, voire la pitié de son audience et peut-être réussir à vendre son livre. C'est le thème du livre en fait. Alors non, du coup, là, il y a le des- livre c'est Wonder Mama, justement, c'est le fait d'être une maman célibataire, solo, avec D'accord. des enfants, et d'être sur tous les fronts, de devoir être une influenceuse, de devoir travailler, rapporter de l'argent, Tout le monde, ouais. gérer à la maison, s'occuper de l'éducation, faire à manger, et s'épanouir. Oui, oui, comme tout le monde, quoi. J'ai envie de te dire. Donc ça s'adresse à une audience Voilà. large, donc on peut espérer que ça se vende. Dans Mais son peut-être cas, qu'elle se sent juste seule en ce moment, peut-être qu'elle a peur bah, il y a tout des simplement thérapies de pour finir ça, sa vie tu vois. toute seule, Il y a- et ça a un nom, ça s'appelle l'anuptaphobie. Ouais, Je ouais. pense que tout le monde est Ouais, mais il y a des adaptable. thérapies pour ça. Elle en a fait, vendu des tu livres vois. Ah bah je sais pas, parce qu'il Elle a sort, il écrit- va sortir. Elle a écrit elle-même ce livre ou, Avec un prête-plume. Ouais, bah oui, forcément. Alors, par contre, il y a vraiment un proverbe, vu qu'on veut rester dans les lieux communs, il y a un proverbe que tout le monde dit depuis la nuit des temps, on naît seul et on meurt seul. Et on meurt seul. Alors ton anuptaphobie, oublie-la. De toute façon, tu crèves seul. Ouais. Oui, non, mais mais- après, voilà, il y a des thérapies Personne pour qui ça. vient avec toi. Ouais, il y a des thérapies pour ça. Voilà, Mais les réseaux sociaux, ça peut être parfois aussi une thérapie. Non.
Si, ça peut être cathartique. Moi, je t'avoue que les réseaux sociaux, c'est un peu mon psy. C'est-à-dire que je dis tout aux réseaux sociaux. Et je m'en fous de ce qu'ils ont à répondre. Oui, mais tu es quand même avancé dans ta réflexion quand même. Tu vois, on voit qu'il y a une introspection qui est assez profonde chez toi. Il y a des recherches, tu as un vocabulaire quand même qui est spécifique à la psychologie, souvent je trouve. Donc je pense que tu as lu pas mal de livres aussi. Oui, ça s'entend mais quand pas même. dans le domaine. Ouais, en tout cas, moi j'entends qu'il y a quand même un vrai travail qui est fait quand même sur toi. C'est quand même, tu vois, c'est flagrant. Enfin, en tout cas, la nyctaphobie, c'est la peur d'être seul ou de finir sa vie tout seul. Mais la TCC est très bien pour ce genre de personnes, en fait. Tout ce la qui est TCC? Oui, la thérapie cognito-comportementale. Ah, c'est quoi? Je croyais que c'était une drogue. Non, c'est pas une drogue. Non, mais c'est ce genre de... Parce que c'est une phobie, finalement. Ça s'apparente à une phobie. Donc, ça se traite, en fait. Tu vois, ça se traite en thérapie. Et je pense que la TCC, c'est ce qui est recommandé. Mais tu vois, je vois pas pourquoi on devrait faire une échelle de valeur de la phobie. Si elle a peur de finir sa vie toute seule, comme d'autres ont peur, je sais pas, des araignées, il n'y a pas une peur qui est plus respectable qu'une autre. Et qui n'a pas peur de finir seul? Il y a des gens qui n'ont pas peur de finir seuls. Il y a des gens qui n'ont pas peur de la solitude. Non, moi, je n'ai pas peur de la solitude. Moi, j'adore ma solitude. Je suis une fille... j'adore être seule, moi. Par contre, toi, tu as peur de finir seule? Ah, pas du tout. Moi, j'adore la solitude et je préfère ne pas être trop accompagné. Tu vois, je ne sais pas dormir avec quelqu'un. Ah bon? Ah ouais, je ne sais pas dormir avec quelqu'un. J'ai du mal à avoir quelqu'un dans mon appart. Genre vraiment, j'ai du mal à vivre. Ça, c'est normal parce que tu es habitué à vivre avec toi-même. Ouais. Et tu les prends, les habitudes aussi. J'ai pas du tout peur de la solitude. Je l'adore, ma solitude. Je fais tout ce que je veux, comme je veux. Et c'est là où tu sens que voilà, tu as quelqu'un de sain qui est en train de parler. Ça s'entend de toute façon. Tu vois les gens qui sont à l'aise. Moi, je suis à l'aise dans le fait d'aller au restaurant toute seule, d'aller au cinéma toute seule. Enfin, moi, j'aime bien. Je sais pas ce genre de... Mais aujourd'hui, c'est compliqué pour les gens d'aller au resto tout seul, de kiffer le... Ouais, alors que moi, ça me pose absolument aucun problème. J'aime ma solitude, vraiment. Pourquoi t'aimes pas aller au resto tout seul? En fait, j'imagine que t'es jamais allé au resto tout seul. Bah en fait, déjà, si je vais au resto tout seul, je vais rester sur mon téléphone. Je sais pas, je me vois pas, genre manger, regarder, je rate quoi. Ah ouais? Ouais, donc t'es pas tout seul. Je parle à des gens qui mangent à côté de moi, ils vont dire, ouais, pourquoi je les regarde, tu vois. Non, mais tu peux kiffer ton moment. Il y a ça, et moi, j'aime pas me retrouver seul aussi, tu vois. Genre, j'aime bien avoir soit un pote avec moi, genre. Oui, après, c'est toujours agréable, mais c'est bien aussi d'apprendre à faire des choses seul, en fait, c'est important. Allez, on va découvrir un autre commentaire. Son planning, c'est un jour de repos chez nous, MDR. Son planning, je vous laisse le temps de répondre dans les commentaires, agiatrices et agitateurs. Son planning, c'est un jour de repos chez nous, MDR. Et si vous avez écrit Anaïs Camille Zouli, eh bien, vous avez totalement raison. Voilà pourquoi, voilà la vidéo. J'ai les petits yeux, je dors pas beaucoup, j'ai énormément de boulot. Et puis comme je vous disais hier, je gère la maison. Là, ce matin, je suis allée aux courses parce que mon frigo il était vide, donc j'ai fait le plein. Je suis allée à Grand Frais, je suis allée au Auchan, je suis allée au Destock parce que j'avais même presque plus de lessive. D'ailleurs, j'ai une machine qui est en train de tourner, voilà. Puisqu'hier, j'ai pas eu le temps de mettre une machine. Donc voilà, j'ai quand même un rythme assez hard. Mais comme je vous disais, c'est que du positif. Semaine prochaine, ça sera plus cool et on pourra rediscuter ensemble parce que vous me manquez quand même. Bon, ça vous fait réagir, je vous lis les commentaires après. Hein. Pourquoi, Lali? Parce que c'est la vie de tout le monde. Comment Ouais, et puis c'est un jour de congé de tout le monde. Voilà, exactement, c'est un jour de congé. Tout le monde, tu fais tes machines, tu vas faire tes courses. Bah, les gens, ils ont 2 jours dans la semaine. Pour le faire. Ils vont faire ça, même pas parce que le dimanche, c'est fermé en France. Donc, ils ont un jour pour aller faire les courses, pour faire leur machine à laver, pour s'occuper de la maison. Bah, c'est un jour de la vie normale. Voilà, parce on ne peut pas s'apitoyer là-dessus. Dans les commentaires, on peut lire, ils ne se rendent pas compte des aberrations qu'ils disent. Bah, oui. Assez hard. Elle a sorti MDR, c'est un prank. Son planning, c'est ce que font les gens normaux tous les jours. Elle découvre le quotidien de toutes les mamans. Bah oui, peut-être, oui. Ouais, peut-être que pas ces gens-là sont... Elle t'a pas décrit une journée de travail des gens tous les jours qui se saignent pour gagner de l'argent pour leur famille et qui partent le matin à 7h du matin et qui rentrent le soir à 8h du soir, qui n'ont pas de temps à passer avec leur famille, qui n'ont pas le temps de faire une lessive, qui n'ont pas le temps de faire le ménage. Et elle t'a décrit le jour, ce qui ressemble au jour de congé du commun des mortels, elle te l'a décrit comme son jour d'activité. Sauf que se sentir submergé, c'est quelque chose qui n'est pas mathématique. Se sentir submergé, ça dépend des gens, ça dépend de notre environnement, ça dépend de la temporalité, ça dépend de ce qu'on vit, tes habitudes. Ça dépend de nos émotions du moment, ça dépend de si on est dans un état dépressif, en dépression, bien, pas bien, heureux, de tout ce qui a pu se passer. Et ce qui peut ne pas te submerger toi, peut me submerger moi. Je suis totalement d'accord.
d'accord. Mais la décence voudrait que, lorsque tu t'adresses à des gens qui ont une vie tellement plus remplie que la tienne, au point que ton jour d'activité supérieure ressemble à leur jour de congé, tu évites d'aller leur frotter dans le visage. Ouais, mais tu vois, regarde, Capi par exemple. Toi, il y a peut-être des choses qui te submergent que moi me submergeant pas. Par rapport à ce qu'il vient de dire là... Non, ouais, dans ta vie, à toi, qu'est-ce qui te submerge, toi? Moi, il y a rien. Moi, je suis heureux de moi dans ma vie. Ah non, mais tu peux te sentir heureux et te sentir parfois submergé. C'est dur à dire, hein, submergé. Submergé, j'aimerais que des fois ça aille plus vite dans mes projets, dans certains trucs. Mais non, sinon... ça c'est la hâte, c'est autre chose. Ah, Lui, il est dans l'inverse. Il est justement pas assez submergé, j'ai l'impression. Non, moi j'ai une vie, elle est tranquille. Hein. Moi, pareil, je fais mes entraînements tous les jours. J'aimerais avoir plus de temps pour faire certains trucs. Je peux pas, j'accepte. Bon, dans quelles circonstances vous vous sentez submergé? Moi, je le suis pas parce que je suis hyper disciplinée, donc j'ai pas ce problème de. Enfin, ouais, non, je sais pas. Je priorise. On dit comme ça en français? Oui. Oui. Je priorise ce qui est important, mes tâches importantes, et puis après, voilà, je fais le reste. Mais je suis quelqu'un d'organisé, donc je peux pas être submergée. Moi, c'est pas possible. Tu te sens des fois submergé, Bastos? Par les femmes, parfois, ouais. Un petit peu. C'est tellement pas étonnant. Ah, ça, c'est un gros problème. M'arrive d'être un peu submergé, de plus savoir où donner de la tête, de plus savoir qui contenter, et puis de pas avoir l'énergie pour contenter tout le monde. Mais non, mais franchement, c'est horrible le sentiment de submersion. Horrible. Mais oui, vraiment. Oui. Non, mais vraiment. Je me sens parfois, je suis Anaïs Camizuli. Il y a des techniques pour ça s'apprend, justement à prioriser les tâches importantes et secondaires. Exactement. Se sentir submergé, quand tu te sens submergé, tu as l'impression de perdre complètement le contrôle, tu as l'impression de ne plus rien gérer, tu as l'impression d'être englouti. Moi, les moments où, par exemple, je me sens submergé, je le sens, c'est que d'un coup, je vais commencer à plus arriver à respirer, je vais être... Par quoi je vais commencer? En fait, c'est quand je vais avoir mes journées de travail qui ne vont pas changer, qui vont être du matin très tôt jusqu'au soir très tard, que je vais rentrer le soir, je vais me dire qu'il faut que je fasse à manger, qu'il faut que je fasse mes lessives, qu'il faut en même temps, j'ai pas répondu aux mails pour des travaux qui sont en cours ou des trucs que je dois gérer, que je te dis une connerie, tu fais une rénovation dans un appart, un machin, en même temps que tu travailles, en même temps que tu as quelqu'un dans ta famille qui a des problèmes de santé, en même temps que tu t'es disputé avec ton mec, en même temps qu'il y a quelqu'un qui est sur tes codes sur les réseaux sociaux, et puis là, tu te dis, mais je vais pas y arriver. Et je le trouve, moi, je le prends vraiment au sérieux, ce sentiment de se sentir submergé, même si la story, elle est... oui, elle prête un petit peu à l'ironie, mais il faut l'écouter, ce sentiment, parce que ce sentiment, il peut être dangereux sur le long terme. Il y a une nuance entre ce que tu dis qui est majoritairement émotionnel et elle, ce qu'elle raconte qui est majoritairement fonctionnel. C'est-à-dire, elle nous parle de machine, de faire des courses. Toi, tu me parles d'autre chose. Tu vois, il y a beaucoup d'émotions. Toi, tu es plus submergé de manière émotionnelle. Tu n'es pas submergé parce que tu as ta lessive à faire. Tu vois, il y a une différence, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Totalement. Elle, c'est fonctionnel. Elle nous parle de quelque chose de matériel. Tu peux être submergé par tes émotions. Toi, c'est ça que tu évoques, en fait, dans ce que tu as décrit. Tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais c'est ça que tu disais. Elle parle de course, de lessive. À aucun moment, elle te dit qu'elle est submergée parce qu'elle se sent émotionnellement submergée. Elle est submergée, la pauvre, parce qu'elle doit passer l'aspirateur, ranger son linge. Voilà ce que tout le monde fait. Mais ce que ça me te dit, c'est que cette submersion, elle est relative. Si elle n'a jamais passé l'aspirateur de sa vie, le fait de devoir passer l'aspirateur, peut-être que ça la stresse et du coup, ça devient émotionnel. Voilà. Peut-être qu'aller dans un lieu public pour faire ses courses alors qu'elle a toujours commandé, ça la stresse d'être entourée de plein de gens, de pas savoir où trouver ses produits, elle a peur, ça devient une émotion aussi, tu vois. Je pense que tu as raison dans le côté, tout est relatif, et la submersion, il faut la respecter dans tous les cas. Maintenant, elle le cherche parce qu'elle vient l'exposer, sa submersion, et elle sait à qui elle a affaire lorsqu'elle le dit. C'est-à-dire qu'elle a affaire à des gens qui doivent travailler, contrairement à elle, dans leur vie de tous les jours. Elle a affaire à des gens... Elle fait des live matchs. Waouh, elle fait des live matchs. Donc, c'est devenu leur métier. C'est devenu leur métier pour beaucoup. Donc en plus de leur dire que son jour de grande activité ressemble à leur jour de congé, lorsqu'elle travaille, elle leur demande de l'argent à ces mêmes gens-là. Non, mais à un moment donné, Dieu merci, ils ont une réaction. Tu sais, parce que s'ils n'en avaient pas, ça serait des sacrés pigeons. À un moment donné, il faut arrêter tout ça. Moi, tu vois, moi, ce genre de truc, ça m'énerve. Il faut se responsabiliser aussi. Tu vois, il va y avoir un truc émotionnel où c'est compliqué, mais après, ces gens-là, ils deviennent énervants et insultants. C'est insultant. Pour les autres, c'est insultant. C'est de l'indécence. C'est indécent.
Tu vois, arrêtons ça, quoi, par pitié. En tout cas, il y a des petits tips. Tu vois, t'en parlais, Lali, mais si on a ce sentiment d'être trop submergé, on a la possibilité de faire une pause. Je vais le lire attentivement parce que je crois que je vais m'en servir. C'est le fait de prendre quelques instants pour respirer profondément, s'isoler un peu. Respirer, c'est la base. Toi, tu ne respires pas. Marcher. Moi, je ne respire pas. Tu ne respires pas. Toi, tu es en apnée permanente. Je passe ma vie en apnée, ouais. Oui, tu es en apnée, toi. Ouais, seulement, j'ai pas les bouteilles. Non, mais c'est vrai, prendre conscience, la respiration, c'est la base. Il y a des apps pour ça. Où tu regardes un petit truc. C'est stressant. La cohérence cardiaque. Non, pour les gens qui sont stressés, il y en a qui peuvent. Il y en a d'autres, je te montrerai. Ok. J'ai vu qu'il fallait identifier la source donc, du débordement. Donc essayer de nommer ce qui nous submerge, de mettre un nom sur. Voilà. C'est ça, là, tu vois, qui me crée ce sentiment de submersion. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus rationnelle que ça. C'est-à-dire, tu mets en priorité tes tâches les plus importantes et ensuite les tâches secondaires. Tu verras beaucoup plus clair dans ta journée. Mais toi, tu peux être rationnel s'il est submergé par l'émotion. Par l'émotion, oui. Oui. Il y a d'autres choses, par exemple, aller sentir, par exemple, ton café. Oui, tu prends les 5 sens, tu vas sentir, sens ton toucher. café et tu te connectes à la bonne odeur du café qui te réconforte. Non, mais tu es en crise d'angoisse alors. À ce moment-là, il faut différencier. C'est ça, la submersion pour lui, c'est une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse, ça va loin quand même. Tu vois, il y a une échelle sur les crises. Chez Sam, sa submersion, c'est une crise d'angoisse. Oui, ça m'arrive. Voilà, donc là, oui, il y a des techniques effectivement pour ça. Oui, moi, si je suis submergée, je ne suis pas en crise d'angoisse. Oui, mais on n'est pas pareil que Sam, nous. Enfin, moi, j'ai découpé les tâches. Sam, il était submergé avant l'émission. Il était submergé. C'est ce que tu disais, découper les tâches, donc prioriser, demander de l'aide. Tu mets 3 tâches importantes, tes plus importantes, et ensuite ce qu'on appelle les tâches secondaires. Et tu verras que ta journée va se passer beaucoup mieux. Puis alléger ses attentes aussi, c'est-à-dire se dire, j'ai pas besoin d'être parfait, ni de tout gérer tout seul, je peux m'autoriser à faire moins. Bien sûr, mais est-ce que tu vas le faire, ça? C'est plus compliqué, mon garçon. Ça, c'est autre chose. C'est pas ton genre de t'autoriser à faire moins. Et oui, parce que toi, tu as beaucoup d'injonctions aussi, de ce truc-là de sois parfait. On a tous ces injonctions, de toute façon. Mais toi, oui, on a. Non, vraiment tous. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi zélé, perfectionniste. Oui, tu vois, il y a moi, je l'ai vu. Tu es un immense bosseur. Et je te Moi, la majorité du respect que je te voue, c'est cette propension à être un gigantesque bosseur. Sois Tous parfait. les jours, tu te dépasses. Et moi, j'ai énormément d'admiration pour toi pour ça. Et genre, ça, c'est impressionnant. Mais du coup, à mon avis, tu t'imposes ce genre de choses et c'est normal que tu te retrouves submergé. C'est pour ça qu'il m'a parlé le sujet. Mais oui, bien sûr. Toi, je te dis, tu as vraiment cette injonction de sois parfait. Et ça se voit de suite. Bon, qu'est-ce que tu as cartographié, Lali? Toi qui es psy, tiens, on va finir là-dessus. Bastos, Capi et moi. C'est compliqué. Allez. Non, mais toi, tu as ce problème voilà, comme je t'ai dit, tu es dans le contrôle permanent, il n'y a pas de lâcher prise. Et voilà, il faut vraiment que... Je pense que tu as un vrai travail à faire là-dessus. Tu te sentiras mieux. Il faut que tu t'allèges, en fait, de toute cette pression que tu t'imposes, en fait, toi-même, parce qu'en fait, tu es assez. Tu n'as pas besoin d'être plus, en fait. Tu vois, donc il faut vraiment que toi, tu intègres ce truc-là. Tu le fais déjà. Moi, je sens que tu le fais déjà. Mais il y a un travail déjà, ça sent. T'es un peu plus dans le lâcher prise. Bon, ça, c'était mon cas, le sien maintenant, Bastos. Mais en fait, à quel niveau? Non, mais lui, j'ai rien à dire. Je sais pas, qu'est-ce que tu ressens? Bastos, c'est un mec très chill. Moi, j'adore ça. J'adore ta personnalité. Vraiment, j'adore ce genre de mec parce qu'il ne se prend pas au sérieux, il est intelligent. C'est un mec qui a fait un vrai travail d'introspection. Ça se sent dans ta façon de parler. Et c'est un mec très calme. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, c'est une belle rencontre. De même, c'est réciproque. Et Capissane? Mais je suis abstinent par Mais Désolé, je suis abstinent. T'es abstinent? Rien pour toi. Mais elle est mariée, elle est mariée. Elle est mariée, hein. Oui, mais abstinente aussi ces temps-ci, apparemment. Voilà, mais toi, t'es abstinent? Ouais. On est tous dans l'abstinence. Ça fait 27 jours. Et félicitations. Merci. Mais abstinent même de la main? Non. Mais en réduction de ça aussi. Mais abstinent de la consommation des femmes de ma vie, tu vois, dans ma vie. Et ça t'apporte quoi? Plus de temps, plus de concentration, plus d'efficacité. Et puis, ça me réapportera plus de plaisir lorsque je recommencerai. Parce que je commençais à en perdre un petit peu. Tu vois, je pense qu'il y a aussi une accoutumance, hein, le plaisir qui vient avec ce genre de communion. C'est un plaisir qui vient d'hormones. Et ces hormones, tu t'y habitues, comme n'importe quelle drogue. On en parlait tout à l'heure. Et au bout d'un moment, elles te font moins plaisir.
tu vois. Même un câlin, tu peux t'y habituer si tu as tout le temps des câlins, tu vois. C'est pareil. Genre, tout ça, c'est des hormones. Donc, moi, je ne veux pas être accoutumé à ça. Et du coup, j'essaye de faire des pauses et puis après de recommencer pour y retrouver plein de plaisir. Et enfin, Capi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que je ressens? Bah là, la position, déjà. Ça me parle beaucoup, ta position, en fait. Il a pris tous les coussins. Tu sais, ce truc-là, de prendre un coussin comme ça, c'est ce besoin de justement de... Alors, il y a plusieurs trucs, c'est de se faire un câlin parce que justement, il y a ce truc de protection. Mais oui, même pour un boxeur. Même pour un boxeur, moi, je pense qu'il y a ce truc chez toi de sécurité qui est vachement important. Il y a un rapport avec... J'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie d'exposer machin, mais cette position-là parle beaucoup déjà. Et je suis tout le temps comme ça en plus. Ouais, tu vois. Ouais. Déjà tout à l'heure. Genre même quand je dors, j'ai toujours un oreiller avec moi. Ouais, tu vois, c'est un truc de protection. Donc ouais, je pense un garçon très sensible en fait. Mais ouais, ça se voit. Tu es très jeune. Tu penses que je vais être le numéro 1 français de la boxe en France? Si tu le veux, tu le seras. Mais tu sais, elle est psy, elle n'est pas voyante. Hein. Ouais. Et surtout, elle ne connaît rien à la boxe. mais non, mais si tu le veux, tu le seras. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais. Mais tu es tellement jeune, tu as 24 ans. Donc, bah, moi, en tout cas, les amis, j'ai apprécié ce moment-là avec vous. Ah bah, moi aussi. Partagé. Après, bon, moi, je ne suis pas un expert des sujets. Mais franchement, Bastos, très surpris. Moi, j'avais vu que tu étais un bon gars. Déjà, je l'ai dit à Sam quand il m'a dit que c'était toi qui venais. J'ai trouvé que tu as été extrêmement bienveillant au cours de toute l'histoire des combats, etc., avec l'indécis. Okay, ouais. Et ce n'est pas le cas de tout le monde dans ce milieu et dans toutes les histoires qu'il y a eu. J'ai trouvé que j'avais l'impression, dans vos interactions, que tu l'as un peu pris sous ton aile, ce petit gars, qui a l'air d'être un gentil gars. Et toi, on t'a un peu plus, ça se voit, tu as un peu plus d'expérience dans ce monde-là, etc. Et puis, on a vu sur le combat, il a eu peur directement, il n'est pas habitué à ça et tout. Je trouve que tu l'as pris sous ton aile comme un grand frère et c'est une attitude que j'ai énormément admirée. Et je me suis dit, ce Capi, ça se voit, c'est un bon gars. Ouais, le truc, en tout cas, merci beaucoup. Il a dormi chez toi aussi. Ouais, parce que quand il est arrivé, on a le temps là ou vite fait? Ouais, vas-y, explique. Hein. En fait, quand il est arrivé en Suisse, il a été invité par Sebidadi. Et quand il est arrivé, en fait, il m'a appelé à la gare et il ne savait pas quoi faire. Il devait être géré et ça n'a pas été fait, en fait. Du coup, je lui ai dit, écoute, viens à mon Airbnb. Je l'ai accueilli comme il se doit. Et pendant tout le séjour, il me disait, ouais, j'ai pas envie de faire le combat, non. Je dis, écoute, fais-le pas. Et au final, il l'a fait. Et après, ça a donné que moi, en fait, quand j'ai affronté le Viking, il y avait tout ce trash talking-là, ce marketing-là. Mais après le combat, malgré que j'ai gagné, je voulais un maximum le rassurer parce que c'était un nouveau créateur qu'on a fait monter, tu vois. T'as capté? Et moi, ce que je déteste le plus, c'est que les nouveaux créateurs qui arrivent, j'ai pas envie qu'on les mange. Et tu sais, parce que moi, j'appelle ça de l'abus de faiblesse, en fait. Tu sais, quand tu prends quelqu'un qui est plus bas que toi et que tu fais faire des choses parce que lui, il est dans la quémandation, ce qui veut monter à cette échelle-là où toi, t'en es, de jouer de ça, c'est pas cool, tu vois. Et ce qui s'est passé avec l'indécis, c'est qu'il a fait tout le truc qu'il devait faire, c'est-à-dire son marketing, le combat. Et après que le combat il soit passé, il a été délaissé, genre. Ça veut dire, en gros... tu vois, moi, ce que je reproche à Seb, je l'apprécie beaucoup, Seb, mais ce que je lui reproche, c'est qu'il aurait dû faire comme une vidéo avec lui, le remercier, tu vois. Parce que, tu vois, genre, en vrai, il a quand même participé à la réussite de Sebidadi pour sa victoire. Tu vois, il a proposé un combat, tu vois, c'est pas... Tu vois. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, moi, je suis un mec qui est vachement tourné vers moi-même, etc. Je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Moi, dans ce que j'ai vu, j'ai eu l'impression que tu as fait preuve à son égard d'une grande empathie, d'une grande sensibilité. Et je ne pense pas que tu es un mec hyper tourné vers toi. Je pense que tu es un gars qui n'a pas de mal à prendre les gens sous son aile, à protéger les gens. Et moi, j'ai tout de suite vu ça comme un hyper beau pan de ta personnalité, tu vois. Sur le peu que j'ai pu voir des réseaux, tu vois. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Et ouais, genre. T'es un sportif. Moi, tout créateur de contenu qui soit plus bas, plus haut, pour moi, s'il est cool en face de moi. Après, il y a les réseaux, mais dans la vraie vie, franchement, moi, l'indécis, c'est quelqu'un qui me fait super rigoler. Et en plus de ça, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que tu vois, il a des troubles psychologiques. Tu vois, j'en ai appris beaucoup sur lui quand on était en direct. Et j'avoue, de voir la finalité, ça m'a fait trop de la peine. Ouais, c'est ça. Il a été un peu utilisé par toutes ces histoires. Bref, je peux pas dire des trucs... Je te dirai en privé, mais bref, il y a eu des trucs vraiment pas très cool. Ouais. Mais on s'en doute, en fait, en voyant tout ça. On comprend. En tout cas, c'était hyper cool de partager cette émission avec toi. Tu vois, même si tu connais pas le milieu ou les sujets, tout comme Lali, vous avez apporté votre vision, votre truc, quoi. Vous êtes venu avec votre énergie et ça, c'est plutôt cool. Ouais. Voilà. Et merci Bastos, et merci à vous, et merci à la régie. Et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort. Prenez soin des gens que vous aimez aussi. Bye bye.